faire tous ces travaux sur ce patrimoine immatériel qu'est l'écriture sacrée des Taïnos et du Vodou haïtien. Mais ces roches à l'Inde sont-elles en danger? Bon, je ne sais pas si c'est à nous de faire. Voilà la première convention qui a été signée, qui a permis à la citadelle de devenir patrimoine mondial. Ça a été fait drôlement le jour de mon anniversaire de naissance, 7 novembre 1972, j'avais 21 ans. La deuxième convention, l'avant-projet de convention est apparu le 26 juillet 2002 et tout de suite après, on nous a donné un guide de mise en œuvre pour pouvoir produire des chefs-d'œuvre de patrimoine oral et immatériel de l'humanité pour proposer ces dossiers à l'UNESCO afin que l'UNESCO puisse effectivement passer à la phase d'exécution du projet. Alors, cette conférence-là, c'est ce travail que nous avons fait pour l'État d'Haïti et nous voyons que le gouvernement, les autorités compétentes actuelles veulent, paraît-il, prendre la question en main et y aller de l'avant. Dès à l'avance, on leur dirait merci, merci beaucoup au nom du peuple haïtien et au nom des plus défavorisés à qui iront les premières retombées financières. Alors justement, pour répondre à ta question de tout à l'heure, est-ce que ces roches sont en danger? Oui. Et ces roches, on a essayé de les prélever à leur emplacement, mais j'ai l'impression que c'est vraiment difficile de les enlever. Parce que nous avons vu sur ces roches des crochets qu'ils ont installés. Ils ont installé plusieurs crochets sur ces roches. Et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de les soulever, mais j'ai l'impression aussi que c'est très ancré dans la rivière. Donc c'est très difficile de les ancrer. Donc naturellement, ces roches ont leur propre protection. Mais ce n'est pas le peuple haïtien, ni le gouvernement haïtien qui a pris des dispositions pour pouvoir les sauvegarder. Mais je pense que après cette manifestation que nous allons avoir samedi, le 22 septembre, eh bien, nous allons motiver le gouvernement, nous allons aussi motiver la population de Kankok, parce que c'est dans la zone de Kankok que se trouvent ces roches, d'accord, pour que la sauvegarde par le peuple et par le gouvernement soit une réalité. Oui, en fait, nous devenons tous gardiens de ces roches. Biens de ces... Ce que j'ai remarqué sur l'écran, c'est que la roche paraît différente de ce qui se trouve dans l'environnement, des autres roches de l'environnement. Est-ce que ce seraient des roches qui seraient amenées à cette place? Nous avons fait... La consistance paraît différente. Nous avons fait la même observation lors de notre première visite de 12 août. Mais quand on est revenu le 18 août, c'est bien ça? Le 18 août, on était accompagné de notre modérateur habituel et membre organisateur Max Antoine et Viviane Vitalène Rougendoun. Ils nous ont dit, mais on n'a pas l'impression que ces roches-là viennent d'ici. On a l'impression que ces roches viennent d'ailleurs. D'autant que William Rogers avait dit qu'il pense que la pierre originellement se trouvait du côté du Sakakamaran. Mais quand on a regardé, on est monté dans la montagne opposée, la montagne de la rive droite de la rivière, on a trouvé beaucoup de pierres de ce même type. D'immenses pierres De ce même type, de la même structure. Mais on a essayé de trouver des écritures dessus. Il fallait faire une mission de plus grande envergure. Et on a la capacité de retourner les pierres pour voir sur les faces cachées s'il y a d'autres inscriptions. Effectivement, une bonne question. Nous pensons que ces pierres ne seront pas originellement situées dans la lit de la rivière. Dans le lit de la rivière. Merci Gino. Quand je suis fatigué, je fais du lapsus. Je m'en excuse auprès des auditeurs quand je me sens un peu fatigué. Cette conférence sera prononcée samedi, le 22 septembre, à 5h à Montana, de 5h à 8h. J'ai cru comprendre qu'il y a des prix spéciaux pour les étudiants et pour les professeurs d'université. Effectivement, dès le départ de ce projet de série de conférences, on a pensé aux étudiants, aux enseignants, car nous savons que les enseignants sont les parents pauvres dans tout pays. Tout pays accorde très peu de budget à l'enseignement et puis ils veulent que le pays puisse avoir un take-off sans masse critique de gens formés. Les gens à qui nous envoyons nos enfants sont les gens les plus mal payés au monde, c'est sur toute la planète. En Haïti, ils ne sont pas payés du tout.
Donc, Oui. de ce fait, on a pris la disposition d'aller rechercher des financements auprès des bailleurs de fonds du secteur privé, auprès du gouvernement et du secteur privé dominicain. Parce qu'on n'est pas très chaud de mettre le gouvernement dominicain dans nos affaires. On veut aller d'abord traiter avec l'intelligentsia. L'intelligentsia dominicaine a répondu très bien. Le gouvernement haïtien, jusqu'à ce matin, m'envoyait des messages, me demandait mon NIF, c'est le ministère des Affaires sociales, sans compter 3 autres ministères. Il y a d'autres qui ont déjà donné les fonds. Le secteur privé haïtien a réagi un petit peu, mais ayant certaines difficultés. Donc ça nous a permis de pouvoir financer un certain nombre d'étudiants. Mais pour vous donner une plus grande participation aux autres qui n'ont pas été financés, qui n'ont pas de financeurs, qui n'ont pas de parrain, donc nous disons que s'ils se présentent avec leur carte d'étudiant, le prix pour eux sera de 2000 gouttes. De même que n'importe quel enseignant, même en formation, qui se présente avec sa carte ou son badge d'enseignant, il paiera 2000 gouttes. Mais comme le secteur public nous a donné un bon booster et commence à prendre des dispositions pour la protection de ce patrimoine, pour dire merci à ce secteur public, tous les fonctionnaires publics, au nombre de 50, les 50 premiers, ils paieront leur ticket moitié prix. Docteur Mathurin, Madame Ginette Pérodin-Mathurin, nous vous remercions infiniment. Non seulement d'avoir passé un moment avec nous sur Quisqueya, l'île mystérieuse, mais de vraiment donner votre temps à ce pays, d'aimer autant ce pays. Respect. Respect, yes.